Salut les gars, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être un live One Piece, on va tout simplement discuter de quelques commentaires que j'ai recueillis, des anciens mais aussi des nouveaux, qui sont pour moi pertinents et du coup on va décortiquer tout ça en détail. Donc voilà, comme j'ai l'habitude de faire en début de vidéo, petite auto-promo concernant tout simplement tous les réseaux, donc n'hésitez pas tout simplement pour la team YouTube à follow, liker, commenter, voilà, nous rejoindre parce que ça nous aide énormément, que ce soit pour l'algorithme ou le référencement. Vous avez aussi le Twitter pour avoir les informations de dernière minute, les informations directes, et il y a le Discord, c'est là-bas où on se rejoint, c'est là-bas où on joue, c'est là-bas où on parle, on discute avec la communauté, mais aussi c'est là-bas où on partage tout simplement les théories des abonnés, les liens, si jamais vous avez des liens de vidéos que vous aimeriez bien que je réacte, n'hésitez pas, tout est là-bas. Donc voilà, et pour terminer, il y a les souscriptions, faites-le que si vous avez envie, mais ça participe énormément au développement de la chaîne, surtout au développement financier, au niveau de pas mal de choses comme les concepts, comme potentiellement l'amélioration du matériel, etc., etc. Je pense que vous êtes au courant de tout ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font, tous ceux qui l'ont déjà fait, et puis let's go pour un petit live assez sympathique. Donc là, on va passer quoi? Allez, un petit quart d'heure à tout simplement analyser 3 commentaires YouTube qui sont vraiment pas mal parce que vous allez voir, c'est quelque chose de pertinent dans le sens où c'est en rapport avec ce qui se passe en ce moment, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a des informations qui vont nous servir à tout simplement nos théories, on va essayer de débunk, on va essayer de vous donner des informations et vous allez voir, vous allez kiffer déjà les théories et moi, de mon côté, je vous donnerai mon avis, mais aussi tout simplement tous les arguments qui vont aller dans le sens de la théorie, mais aussi les contre-arguments. Pour être tout à fait honnête, il y a une théorie que je vais garder pour la fin, qui est pour moi l'une des meilleures. J'arrive pas à la valider ou l'invalider, tout simplement. Je suis entre les deux, je me dis, c'est vraiment possible, mais en même temps, il y a ça qui dit que c'est moyennement possible. Donc je vous donnerai et vous ferez votre propre avis comme vous avez l'habitude de faire et ce sera quelque chose de, au moins de correct. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien prêts les gars. On va commencer directement avec, enfin surtout ce petit commentaire qui est tout simplement le commentaire de notre ami Alexandre Blossom. Je sais pas si je le prononce correctement, tu pardonneras mon ref. Problème, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, que c'est bien une arme antique alimentée par Mother Flame qui a détruit Lulusia. Donc ta théorie ne tient pas. Pareil pour Zou, Pluton est sous la mer en dessous de Wano. C'est confirmé par le grand-père de Iori, grand-père de Momonosuke. Donc ta théorie est intéressante, mais ne tient pas pour ces deux raisons. Sinon, oui, sympa ta théorie, au moins tu fais pas genre comme le Bon Corvo que c'est toi qui as raison et que ça va forcément être ça. Alors, déjà, balle perdue pour le Bon Corvo. Les pauvres. Je leur jette pas la pierre, en vrai, je pense que voilà, ils ont des fois de très bonnes théories et d'autres théories qui malheureusement se réaliseront pas parce que la proba veut que ce soit impossible. Mais voilà, j'ai pas d'avis sur le sujet, mais en tout cas, force à eux et force à tout le monde dans le game de One Piece. Je sais à quel point c'est difficile. Pour en revenir par exemple à ce qu'il disait. Donc en gros, il parle d'une théorie que j'avais faite il y a pas très longtemps, quoique il y a très longtemps pour certains, mais pas très longtemps pour tout le monde. Et du coup, dedans, je parlais tout simplement du fait que Shirahoshi et Poséidon aient vie sur l'île des hommes poissons. Et j'avais émis la théorie que les deux autres îles qui pouvaient abriter une arme antique étaient d'une part Elbaf et d'une autre part Wano, parce que c'est deux pays qui sont pas affiliés au gouvernement mondial, qui ont tout simplement des descendances directes avec soit le siècle oublié, soit les Ji, soit Joey Boy, soit l'ancien royaume, etc., etc. Donc quand tu prends ça en compte, tout simplement, tu peux te poser la question de est-ce que c'est réel ou c'est pas réel, est-ce que c'est des coïncidences ou est-ce que c'est réel. Et moi, tout simplement, je me suis dit que ça pouvait être réel dans le sens où on sait déjà que à Wano se trouve Pluton. Donc quand tu prends ça en compte, tu te dis ouais, possiblement, on pourrait trouver la personne qui est tout simplement Pluton. Beaucoup de personnes pensent que Pluton est un bateau, est un navire, mais ça pourrait être tout simplement un transporteur. Moi, je l'ai dit potentiellement que ça pourrait être Zunesha, étant donné que la mécanique entre Zunesha et Momonosuke est exactement la même que Shirahoshi et les rois des mers, donc ils peuvent dialoguer, peuvent donner des ordres, et les rois des mers n'obéissent qu'à Shirahoshi. Et pour Momonosuke, c'est exactement la même chose. Je me rappelle Luffy qui disait arrête de crier, arrête de crier, arrête de crier, tu me fais mal à la tête. Et au final, il y a que quand Momonosuke a parlé que Zunesha a répondu. Donc il obéit bien à une seule personne. Donc ça montre un petit peu que tout ça pourrait être mis en place. Ensuite, il y a la frette qui ajoute des informations complémentaires à ce que j'avais dit par rapport au fait que Pluton et le navire, le Noah, se trouvent vraiment encastrés l'un dans l'autre dans la fresque. Donc est-ce que c'est un petit foreshadowing d'Oda pour nous dire qu'il y a un rapport entre le Noah, l'espèce de bateau transporteur, et Pluton, qui pourrait être forcément Zunesha d'une certaine manière grâce
à ce qu'on a dit il y a quelque peu, c'est possible. C'est pas une certitude, mais c'est quelque chose que je pense toujours possible encore aujourd'hui. Et pour terminer, la dernière personne, c'était Elbaf avec Uranus. Uranus qui pourrait être un prince qui contrôlerait, je sais pas, si on prend la même mécanique qu'avant, ce serait potentiellement des animaux ailés. Donc, est-ce que c'est un serpent rouge de sang capable de voler tel un dragon? Est-ce que ça pourrait être, une horde de dragons? Je pense que c'est des choses totalement possibles. Étant donné qu'en plus, on a vu dans la fresque et dans les trois mondes que tout simplement, on dirait que c'est les armes antiques qui détruisent le monde à chaque fois à cause d'une raison. Et le délire, c'est que ça pourrait être logique parce que, tout simplement, on a des textes qui sont mis en place, le dieu de la terre qui pourrait correspondre à Pluton, le dieu de la forêt potentiellement à Imsama, même si je pense qu'il y a une incompréhension autour de ça. Et on a de l'autre côté le dieu des mers qui correspond parfaitement à Shirahoshi. Donc tout est compréhensible et ça crédite encore une fois de plus ma théorie sur ce que j'avais fait il y a très longtemps. Je vous la mets juste en haut à droite les gars parce que si vous l'avez pas vu, très intéressante, surtout quand on a les informations de la fresque, il y a des théories validées, etc., etc. Donc je suis assez content par rapport à ça parce que j'avais vu juste, peut-être pas sur l'entièreté de la théorie, mais au moins sur certains détails. Donc voilà, là je pense avoir répondu. Donc est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Personnellement, oui. Je pense que Pluton pourrait être un navire, mais pourrait être un transporteur. Je veux dire, le côté navire, le Noah, tout ça, pourrait faire écho au fait que voilà, on avait besoin de quelqu'un qui transporte et qui sauve, et peut-être que ça correspond au dieu de la Terre. Et en plus, dieu de la Terre, Pluton, ça lui va bien. Tu vois, Pluton, dieu de la Terre, Pluton est égal Hadès dans la mythologie grecque. Donc c'est quelque chose de, pour moi, possible. Et comme je l'ai dit, Pluton pourrait créer des tremblements de terre d'une certaine manière, ce qui détruirait le monde, etc., etc. Ce qui irait dans le sens de la théorie, tu vois. Donc ça, c'est que des spéculations pour l'instant. On verra un petit peu ce que le manga nous réserve, mais je vous donnerai plus d'informations. En tout cas, pour moi, je pense que la théorie, peut-être pas dans l'entièreté, mais a encore énormément de choses à livrer parce que c'est quelque chose qui me semble cohérent. En plus, j'ai vraiment ajouté des informations que je vous ai pas dit là, qui sont très pertinentes et qui vont dans le sens de la théorie. Si je devais en dire une en tête, c'est que quand on prend Oda, qui vit au Japon, et le Japon, il est frappé par 3 types de catastrophes naturelles récurrentes. Donc les séismes, je pense que tout le monde est au courant, donc ça j'en ai parlé avec Pluton. Les tsunamis, pareil, avec Shirahoshi, je pense que pareil, ça c'est logique pour vous. Et pour terminer, on a tout simplement les ouragans, les typhons, qui sont peut-être en rapport avec Uranus, Uranos, ouragan, tout ça, je pense que c'est assez facile à comprendre et assez facile à imaginer. Donc voilà, il y a les parallèles dans la vraie vie qui corroborent ce que je dis dans le manga, donc à voir. Ça c'était le premier commentaire. Alors deuxième commentaire, ça c'est un commentaire récent, il y a un jour. Donc Shamrock n'a jamais rencontré Barbe Blanche. Les chevaliers divins ne sont pas envoyés sur les territoires des Yonko habituellement, mais Saint-Garling, Figarland et Barbe Blanche se sont sûrement battus, d'où les cicatrices sur leur corps. Donc déjà, Dylan qui nous dit ça, merci Dylan, mais il faudra me dire comment tu sais tout ça. Parce qu'il y a beaucoup trop d'affirmations avec trop peu d'arguments derrière. Alors déjà, est-ce que Shamrock et Barbe Blanche ne se sont jamais rencontrés? C'est possible, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Tout ce qu'on sait, c'est que Barbe Blanche a reconnu en Shanks un parent à Shanks. Donc, est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est son père? On a émis l'hypothèse que ce soit l'un, soit l'autre. Ou potentiellement les deux. Ce qui est totalement logique et possible. Hein. On a vraiment zéro contre-argument aujourd'hui qui peuvent nous certifier que ce soit l'un, soit l'autre. Donc déjà, juste ça, je vais pas être d'accord avec lui sur ce point-là. Donc, on sait pas. Moi, j'ai mis des hypothèses, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Et lui, apparemment, il a choisi clairement que c'est sûr que ce soit Garlic. Ce qui est sûr, c'est que Garlic et Barbe Blanche se sont bel et bien rencontrés. Ça, c'est une certitude. On l'a vu à God Valley, etc., etc. Mais est-ce que c'est Garlic qui a tout simplement fait une cicatrice à Barbe Blanche? À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montre, encore une fois, la puissance soit de Shamrock, soit de Garlic, étant donné qu'il est capable de mettre une cicatrice à un empereur. Déjà, minimum, c'est level Zoro, parce que Zoro a été capable de faire la même chose à Wano. Donc déjà, ça montre un petit peu la puissance des Figarland, étant donné qu'on a énormément d'informations. Shanks, pareil pour Shamrock et Garlic, qui sont tout simplement légendaires. Et d'ailleurs, ça fait écho au fait que les Monkey D pourraient être une famille de monstres exactement pareil que les autres, étant donné qu'on a Luffy, on a Dragon et on a Garp. Donc ça montre encore une fois que les chances que Garp soit ultra puissant level empereur sont corroborées par tout le reste, parce que voilà, les familles puissantes font des familles des enfants puissants, tout simplement. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour sur ce qu'il a dit. Et si je devais répondre à ce commentaire, je dirais tout simplement que les gars, en vrai, on n'a pas de certitude. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Tout ce qu'on sait, c'est que Garlic, pour sûr, il a rencontré Barbe Blanche. Il a potentiellement échangé des coups avec lui, même si on n'en est pas encore sûr. On n'a pas eu les images. C'est que des déductions. Et pour Shamrock et Barbe Blanche, sachez que Shanks est empereur depuis 6 ans. Donc potentiellement que Shamrock, en 6 ans, il aurait pu tout simplement échanger des coups avec Barbe Blanche pendant qu'il
il était encore en service. Du coup, ça fait 4 ans, étant donné que, vous avez capté, il s'est passé 2 ans entre le moment où Barbe Blanche est mort et le moment où Shanks a été sacré empereur, entre guillemets. Donc voilà, je pense que pour ce commentaire, j'ai fait encore une fois le tour. Évidemment, il n'y a pas de réponse nette, claire et précise, mais c'était juste pour vous dire que voilà, on peut pas faire des certitudes. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des théories avec des certitudes. Les gars, je ne me base que sur le manga, je ne me base pas sur ce que j'aimerais croire ou ce que je pense. On a vu encore dernièrement la théorie du Cerbère, une théorie folle qui a plus de 15 ans, je crois, qui a été développée depuis des années et alimentée par des dizaines, voire des milliers de fans, et qui s'est fait détruire en un seul chapitre. Donc, faites attention à certaines théories qui sont potentiellement probables, mais qui sont aussi potentiellement complètement irréalisables, impossibles. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir, les gars. Ok, donc là, on va commencer avec Knop Knop, qui nous a tout simplement fait une belle théorie. Donc voilà, ça, c'est la fameuse théorie que je voulais vous parler. On en a déjà parlé, pas sur la chaîne, mais sur la chaîne de Medio Kids. C'était le fameux live où, justement, j'ai débattu avec eux. Je leur ai apporté plein d'éléments qui pouvaient, justement, enrichir un petit peu les théories de leur chaîne, ou même, tout simplement, leur donner des informations comme ça. Bref, et du coup, on a parlé de cette théorie, et c'est elle que je voulais absolument vous dire, parce que, pour moi, elle est légendaire. Donc, je vous lis. Nop Nop qui dit: pour moi, Jarl est le traître. Il a obtenu la vie éternelle de la part d'Imu. Et c'est lui qui a installé le pentacle de téléportation dans le château. C'est pas la même théorie exacte, mais je vous donnerai la théorie globale qui tourne un petit peu sur les réseaux. Et là, c'est la théorie personnelle de Nop Nop, donc on va se baser sur celle-ci pour l'instant. Jarl était en désaccord avec le roi Harald et faisait partie de ceux qui étaient contre la mixité des peuples, tout comme les Tenryubito et leurs têtes de consanguins. Petite balle pour les Tenryubito. Harald lui a planté son épée dans la tête. Chapitre 1136, page 12, on découvre Harald sans voir son visage, mais on voit son épée. C'est la même. Même manche aux traits horizontaux, comme des lanières, même garde avec des crochets aux extrémités en direction de la lame, même longueur de lame, contrairement à celle des autres géants, qui sont souvent des lames plus courtes, et du coup taille d'un avant-bras pour plus de maniabilité. Là, c'est une lame longue. Elle va au moins de la hanche de Harald jusqu'au sol. Quand je pense qu'on mettait en doute le travail d'Oda sur les proportions, on continue. Sinon, j'ai une toute petite déception sur un autre sujet. Malgré qu'ils vivent sur Elbaf, Scooper Gaban vieillit comme les autres humains. Ça met à mal ma théorie sur la longévité des géants grâce au bienfait de l'arbre d'Adam. Tant pis. Modif, un petit ajout à la théorie ici de Wikipédia qui parle de Harald, premier unificateur des peuples vikings et de son conflit à la fin avec les Jarls de Lade. Harald Ier à la belle chevelure, en vieux norrois, Harald Arfagri en norvégien. Né vers 850 et mort vers 932, est considéré comme le premier roi de Norvège, après avoir réussi à en effectuer la première unification. Après le meurtre d'un des leurs, les Jarls entrent en conflit avec les descendants d'Harald. Ok, donc voilà, c'est clairement Viking, la série Viking. Donc si vous l'avez pas vu, bah, ça peut aider énormément, étant donné qu'on connaît pas mal de choses au niveau des conflits qu'il y avait à l'époque. Donc très bien relaté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, ce que je voulais ajouter par rapport à cette théorie, c'est que Jarl pourrait être le traître. On connaît un petit peu Oda et ses mécaniques où justement il essaye d'introduire un traître. Ça, je vous en parle depuis très très longtemps. Je vous avais déjà pré-shot que sur Egghead, ça allait être la même chose. Je vous avais dit qu'on a déjà eu ça tout simplement à Wano avec Kanjuro et aussi de l'autre côté le sabreur qui fait partie des fourreaux rouges. Je l'ai plus. Je sais plus, il ressemble à Gaban en plus, mais je l'ai plus en tête. Et aussi, du coup, on a eu pareil à Egghead avec York et évidemment avec la trahison de Stussy. Voilà, Stussy qui rejoint le côté des Mugiwara et York qui rejoint le côté des Tenryubito. Et là, ça pourrait être exactement la même chose. Quelqu'un qui, du côté d'Elbaf, pourrait trahir un petit peu les Mugiwara et quelqu'un qui, du côté ennemi des Mugiwara, pourrait trahir son côté pour rejoindre les Mugiwara. Et moi, je vous avais déjà théorisé depuis très longtemps le fait que Loki pourrait être tout simplement le traître adverse. C'est-à-dire, Loki, il est dans l'autre camp et pour moi, il pourrait trahir un petit peu les siens pour tout simplement rejoindre les Mugiwara. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est écrit déjà dans les mythes vikings. On sait très bien que Loki, c'était un fils d'un géant qui s'est battu contre ses parents adoptifs, étant donné que ses parents adoptifs étaient des dieux As. Donc, ça rentre parfaitement dans le personnage. Et en plus de ça, Loki a vraiment été présenté comme étant quelqu'un de méchant. Et quand tu vois ça, tu te dis, bah en fait, c'est trompeur parce qu'on voit que Loki... vraiment, quand tu vois un petit peu son développement et tout... À l'époque, on n'avait pas toutes ces infos par rapport à Elbaf et Loki, donc c'était difficile de
d'imaginer qu'il pouvait être gentil. Et beaucoup de personnes me disaient, je me rappelle à l'époque, ouais, mais regardez, Lola, si elle a pas voulu se marier avec Loki, ça veut dire que c'est un méchant, tu vois. Et beaucoup de personnes étaient dans ce cas de figure. Et moi, je vous ai dit, mais non, les gars, regardez bien entre les lignes. Lola, elle aurait très bien pu refuser parce qu'elle voulait pas forcément se marier avec quelqu'un d'effrayant au premier abord sans vraiment le connaître. Parce que voilà, ils se sont vus qu'une seule fois et elle a refusé. Comme on voit Loki donner la fleur et du coup, Lola, elle a du coup refusé la fleur. Quand tu comprends ça, tu te dis franchement, il y a moyen qu'en fait, Loki soit pas si méchant que ça, étant donné qu'il était là pour offrir une fleur. C'est lui qui a fait la bonne démarche et c'est Lola qui plutôt a refusé de manière méchante. Surtout que lui avait vraiment l'air triste, tu vois. Donc tout ça montre qu'il y a des possibilités sur le fait que notre ami Loki était déjà considéré par moi déjà d'une part comme étant gentil. Et ensuite on l'a vu sur Elbaf, c'était quelqu'un de considéré comme étant totalement gentil. C'est que mon avis, et on le voit pour l'instant que ça va dans ce sens-là. Ensuite, étant donné qu'on a établi le traître qui pourrait rejoindre les Mugiwara, moi je pense que ça va prendre du temps. Je pense que ça va pas être direct. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que Loki pourrait rejoindre les Mugiwara, mais après vraiment pas mal de temps. Dans le sens où il rentrerait parmi les Mugiwara à la fin de l'arc, quand Luffy lui aura donné entre guillemets une bonne leçon, et qu'il aura tout simplement rattrapé le level de Shanks, étant donné que c'est comme ça que Shanks, d'après les infos qu'on a, potentiellement a été promu au rang de empereur. Parce que voilà, les deux événements se passent la même année. On n'en est pas sûr, mais c'est quelque chose de cohérent. Donc là, ça pourrait être la même chose. Luffy pourrait être au moins promu, pas en tant qu'empereur, mais promu au même rang que Shanks. Et ça, je pense que Gaban sera là pour les aider. Mais ça, c'est un autre débat. Pour en revenir à la théorie, et tout simplement, là, ce qui est mis en avant, c'est vraiment le fait que Jarl pourrait être le traître, étant donné que c'est la seule personne qui a survécu à ce combat-là avec Loki. Donc là, on pourrait tout simplement avoir déjà les deux traîtres dans la même pièce, dans la même histoire, avec en face un mort, et au final, on a tous choisi de croire que c'était Jarl le gentil et Loki le méchant qui a tué son père, sauf que ça pourrait être totalement le contraire. Et là, il a amené quelques petits éléments sympathiques, c'est le fait que la première fois qu'on voit le portrait flouté, le portrait en ombre du roi Harald, c'est là où il tient son épée. Si tu prends en compte les deux épées, d'ailleurs, il va falloir que j'aille vérifier. De toute façon, la team YouTube, vous aurez direct les épées à l'écran. Potentiellement que l'épée qu'il a plantée dans la tête est exactement la même que celle du roi Harald, même en termes de longueur et tout. Peut-être que c'est des petits détails qui vont justement faire la différence. Et on va voir tout simplement si c'est réel ou pas, mais d'après les informations, c'est réel. Donc quand on voit ça, on peut se dire facilement que peut-être que c'est un foreshadowing d'Oda pour montrer que le traître a un signe distinctif, dans le sens où le roi Harald a bel et bien l'épée avec le manche, avec tout ce qu'il faut, et que du coup, le fait qu'il soit le seul survivant montre que c'est potentiellement pas Loki qui lui a planté cette épée. Donc voilà. Ça, c'est une des possibilités. Et ça pourrait, du coup, faire de Jarl le traître auquel on s'attend tous. Par contre, il y a, pour moi, quelque chose qui va dans le sens contraire dans cette théorie. C'est les informations qu'on a sur Jarl. Rappelez-vous, Jarl et Jorl sont tout simplement les deux doyens de l'île, les deux personnes les plus vieilles de l'île il y a plus de 50 ans, dans le flashback de Big Mom. Et on voit quoi? On voit que d'un côté, on a des personnes qui sont conservatrices. Et quand tu vois ça, tu te dis, ça colle à la théorie de notre ami Nop Nop. Cependant, on a vu aussi un acte de gentillesse, tu vois. En gros, à un moment, Jorl, malheureusement, se fait tuer par Big Mom de manière accidentelle. Et Jarl décide de tuer Big Mom, sauf qu'au dernier moment, il arrête quand Mother Caramel lui dit de pas la tuer. Et au final, pour moi, ça montre aussi potentiellement des informations sur le fait que c'est pas quelqu'un de vraiment méchant, profondément méchant. Par contre, ça peut être quelqu'un qui a décidé de tuer le roi Harald, ce qui est totalement possible. Peut-être que Harald et Jarl se sont battus, se sont affrontés à un moment précis, et qu'au final, ça s'est soldé par un combat, et vous connaissez les géants comme Dori et Mrogi, et qu'au final, Jarl aurait gagné d'une certaine manière et lui aurait ôté la vie. Et du coup, Loki est arrivé au même moment, il a pété les plombs, et il a perdu le contrôle, et a décidé de tuer l'entièreté du royaume, et seul Jarl s'en est sorti. Et vu que Loki, potentiellement, il aurait pu péter les plombs, mais aussi oublier tout ce qui s'est passé, peut-être que c'est ce qui fait de lui le parfait méchant. Ou peut-être qu'on n'avait pas envie forcément de l'écouter, étant donné qu'il avait un comportement qui allait pas avec le reste. Donc voilà, au sujet de cette théorie, c'est une théorie qu'on a abordée, comme je vous l'ai dit, et potentiellement que c'est quelque chose de cohérent. Mais comme je vous l'ai dit, le seul contre-argument que j'ai pour l'instant, c'est le fait que c'est pas quelqu'un de profondément méchant. Si ça s'est passé réellement, je pense que c'est un accident, parce que il a fait preuve de bonté quand il a vu son meilleur ami mourir sous ses yeux, qu'il a laissé en vie son meurtrier, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, et en tout cas pour cette partie de live, c'est terminé les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo pour la team YouTube. N'hésitez pas à follow, liker, commenter comme je le dis d'habitude, parce que voilà, ça nous aide énormément. Merci à tous ceux qui le font, tous ceux qui l'ont fait,
partager. Ça nous a grave aidé. Voilà, on est déjà au 1K. Allez, road to 10K maintenant, les gars. C'est parti, on ne perd pas de temps. Et sinon, vous avez le Twitter pour avoir tout simplement les spoils en direct, pour avoir aussi tout simplement des informations complémentaires par rapport au manga, les dernières infos en direct, etc., etc. Et vous avez le Discord pour discuter, nous rejoindre, parler avec la commu, échanger. Et tout simplement, vous pouvez voilà, faire des games, consulter un petit peu les archives du Discord où il y a énormément d'informations sur One Piece. Et pour terminer, vous avez tout simplement les souscriptions qui vous permettent de souscrire, de participer de manière financière au développement de la chaîne. Ça nous aide beaucoup, faites-le que si vous avez envie. Et merci beaucoup à tous ceux qui sub, à tous ceux qui participent. Voilà, ça, on va tout remettre dans la chaîne pour vous proposer du meilleur contenu, comme je le dis d'habitude. Donc voilà en tout cas pour cette partie, j'espère que vous avez kiffé. Puis vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt l'équipe.